retrouve pour la dernière quotidienne de roue libre parce que oui, le Tour de France arrive à son terme. Alors, sur le Tour de France, la dernière étape ne se dispute pas, mais la dernière étape sur roue libre, elle se dispute. Croyez-moi que Polo et Robin ont fait même du home trainer avant cette émission. C'est pour ça qu'on est un peu en retard pour se chauffer et prendre le départ réel là, tout de suite, très très fort. On est bien évidemment de retour, Polo, pour cette dernière quotidienne. Est-ce que tu es chaud pour faire un bon débrief bien complet? Ouais, alors débrief à chaud, moi franchement c'est pas ce que je préfère, mais là on est un peu obligé. Puis ce sera un débrief à l'émotion plutôt. Il y aura plein de choses à raconter. Puis il y a surtout ce quiz de fin aussi à gagner pour savoir qui va être le grand champion de ce Tour de France. Ça aussi c'est important. Il y a un pincement au cœur, Robin, là, Ouais, l'idée de cette dernière. Exactement, on est venu ce matin et on sait que bon, après quand on va revenir ce sera différent. On viendra plus le dimanche quand les locaux sont un peu plus vides. On reviendra en hebdomadaire, ce sera plus pareil. Voilà, mais c'était une belle aventure et on va essayer de faire une belle dernière. C'est vrai qu'on sera quand même de retour tous les mardis, Polo, sur la chaîne First Team Sport, à laquelle, si vous voulez continuer à nous suivre, vous vous abonnez sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport. Voilà, on est là tous les mardis en hebdomadaire roue libre. Le programme de cette dernière, voilà, ça fait toujours bizarre. Ouh, je suis un peu ému, j'avoue. Débrief de la dernière étape, la montée vers Val Thorens qui a récompensé Nibali de son panache et Egan Bernal de son talent. Voilà, il va remporter le Tour de France sauf grande catastrophe. Ça a été un Tour de France vivant. Il s'est passé 15 000 trucs et on va se poser la question où le mettre dans la hiérarchie. Est-ce que oui ou non c'est le plus beau Tour du 21e siècle? On n'est pas allé beaucoup plus loin parce que c'est un peu compliqué d'aller si loin dans l'histoire. On n'était pas là. Donc voilà. Pas de preview, sauf si vous voulez suivre la preview de ma sieste, par exemple. Parce que sachez que demain, elle va être très très longue. Chatroom, comme d'habitude. On va un peu prendre vos questions, savoir comment vous avez vécu ce tour-là. Rétro chronique du vélo, c'est de la grosse cuisse aujourd'hui, je crois. Ouais, exactement, on va parler sprinter, on va parler du sprint des Champs-Élysées de 2003 où il s'est passé beaucoup de choses à la fois pour le maillot vert et pour la victoire d'étape. Et on terminera, comme l'a dit Polo, par un quiz. Robin mène 11-5, mais croyez-moi que ça peut terminer sur une victoire du Polo. Croyez-moi, on peut y aller pour le débrief du Tour de France 2019. C'est Egan Bernal, le Colombien de 22 ans, qui a remporté le Tour de France 2019. Il a gagné devant Geraint Thomas, son propre équipier, doublé d'Ineos, on va en parler, et devant Steven Kruijswijk, qui a fini par accrocher son podium qu'il voulait tant. Emmanuel Buchmann finit 4e. Julien Alaphilippe, que vous voyez en jaune. Alors, vous voyez deux Français quand même en jaune dans ce top 10 du Tour de France. On va débriefer ça. Julien Alaphilippe qui termine tout de même 5e du Tour de France, une perf incroyable. Si on nous avait dit ça avant le Tour, on nous aurait demandé ce qu'on avait pris avant les émissions. Mais voilà, on va commencer évidemment en parlant, Polo, du vainqueur Egan Bernal à 22 ans. C'est le plus jeune vainqueur du Tour depuis 65 et le sacre de Félicité Gimondi quand il avait 23 ans. T'es sûr que ça remonte pas même à plus loin? Moi j'avais lu. Non, depuis 1965, c'est le plus jeune. Ok, d'accord. Moi j'avais vu une autre stat, mais je te fais largement confiance. En fait, avant, c'est le 3e le plus jeune et avant lui, il y en a deux, mais c'est avant. C'est largement avant. C'était depuis 1909 et 1907, je crois, où c'était vraiment des très jeunes qui avaient gagné. Écoute, non, c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que ça récompense, mine de rien, le meilleur de ce Tour de France au bout de 21 étapes. Il a été fort, régulier sur toutes les 3 semaines. Il a eu un petit coup de moins bien, notamment sur ce chrono. Sur la Porche des Belles Filles, il n'a pas été non plus rayonnant, mais il a su être régulier. Il a su avoir un pic de forme au meilleur moment, c'est-à-dire dans les Alpes, là où les autres ont commencé à flancher, là où les autres n'ont pas su step up. Je pense à des Geraint Thomas, des Kruijswijk, des Buchmann. Voilà, là, ça récompense le meilleur coureur de ces 3 dernières semaines. Après, quid d'un éventuel duel avec Thibaut Pinot, on ne le saura jamais. Mais à partir du moment où les absents ont toujours tort, Thibaut Pinot n'est pas là. Et c'est Emmanuel Buchmann. Pas du tout, bien au contraire. C'est Egan Bernal qui mérite largement, amplement ce titre de champion de France. C'est vrai que... Très fatigué, Polo. Ouais. C'est vrai que j'ai entendu quelqu'un sur Twitter dire Ineos et Egan Bernal ont gagné ce Tour de France quand Thibaut Pinot s'est retiré. Ouais, tout à fait, parce que même un petit peu la veille aussi, au Galibier, où Thibaut Pinot n'était pas encore retiré du Tour, mais où il était déjà affaibli physiquement. Et c'est clairement dans les Alpes que Egan Bernal a gagné ce Tour, parce qu'avant les Alpes, on le donnait les yeux fermés à Thibaut Pinot.
Mais voilà, c'est la force d'Ineos de savoir profiter des faiblesses des autres quand il y en a, des coups du sort qui vont souvent dans leur sens, il faut le dire. On pense notamment à Geraint Thomas qui a chuté par exemple 3 fois en un mois et qui s'est toujours relevé sans gravité, alors que par exemple un Jakob Fuglsang a chuté 2 fois et ça a suffi pour le faire abandonner. Donc voilà, la chance tourne toujours d'un côté ou de l'autre, c'est souvent du côté d'Ineos. Mais moi je noterais surtout la force de cette équipe d'avoir fait gagner un 4e coureur différent en 7 ans, en 8 éditions du Tour de France. Et je me rappelle l'année dernière, pendant le Tour de France, déjà, l'éclosion un petit peu d'Egan Bernal au grand public sur son premier tour, où Dave Brailsford racontait un peu le recrutement de Bernal et où il s'était dit, voilà, en tant que manager, je réfléchis à qui va être le successeur de Chris Froome. Et je pense que je l'ai trouvé avec Egan Bernal. On avait déjà un début de réponse l'année dernière, on a eu la réponse complète cette saison, cette année. Depuis le début de saison, on se rend compte de ce que fait Egan Bernal avec ce Paris-Nice qu'il avait remporté. Là, c'est le Graal, c'est le Tour de France, il est le premier Colombien. Et surtout, il montre que Ineos ne s'est pas trompé et qu'à 22 ans, ils ont un garçon qui va pouvoir faire des épopées comme ça pendant des années et des années. C'est la question que beaucoup se posent. Est-ce que, oui ou non, Egan Bernal part pour un long règne, Paul? Est-ce que tu le penses, toi? C'est dur à dire, hein. Il a que 22 ans. Après, ce qu'il faut savoir avec les Colombiens, c'est qu'ils arrivent quand même très vite à des plafonds de verre. On l'a vu avec Quintana, on l'a vu avec Uran, on le voit avec Miguel Ángel Lopez en ce moment. C'est des gens qui ont eu du mal à passer un cap après les 25 ans. Et même si Bernal est déjà au maximum aujourd'hui, c'est un maximum qui lui permet de gagner le Tour. C'est un maximum qui lui permet de gagner le Tour. C'est vrai qu'il a battu Geraint Thomas, il n'y a pas Chris Froome, il manquait des Dumoulin, des Roglic. Thibaut Pinot n'a pas pu terminer le Tour aussi. Je dis pas qu'il gagne un Tour au rabais, très loin de là, hein. Mais il fallait profiter de cette occasion, il l'a fait. Des occasions que Nairo Quintana n'a pas su profiter, même s'il est tombé notamment face à des adversaires, un adversaire beaucoup plus coriace. Attention à ne pas trop faire de plans sur la comète, notamment avec ces coureurs colombiens qui atteignent leur prime assez rapidement, mine de rien. Puis il y a eu des précédents avec des Ulrich, par exemple, à qui on promettait de gagner plusieurs Tours de France de suite, et même Quintana, comme t'en parles. Bon, après, le problème d'Ulrich, au final, c'est que lui aussi a rencontré quelqu'un de plus fort. Rien ne dit que Bernal ne peut pas rencontrer quelqu'un comme un Tadej Pogacar, par exemple. C'est pour ça, oui. On spécule, mais Bernal a quand même une longueur d'avance sur tous ces gens, parce qu'au final, il a le même âge, peut-être 1 ou 2 ans de moins, notamment sur un Pogacar. Oui, il sera favori sur les 3, 4, 5 prochaines années. Est-ce qu'il le gagnera? Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il puisse beaucoup plus progresser que le niveau qu'on a vu de lui cette année. Peut-être un petit peu en contre-la-montre, on l'attendait plus fort, mais en tout cas en montagne, c'est difficile de faire mieux, quoi. Il peut progresser s'il change ses lunettes, parce que cette paire de lunettes de ski là, c'est vraiment pas très élégant, il peut faire mieux, hein. Comment il l'a gagné ce Tour de France tactiquement, Robin? Il l'a gagné en profitant notamment de la supériorité numérique de l'équipe Ineos, qui n'a pas vraiment... On ne peut pas dire que Geraint Thomas a bossé comme un équipier pour Egan Bernal, sauf peut-être hier sur cette dernière étape à Val Thorens. Mais sinon, c'est surtout vraiment 2 co-leaders. Ça avait été annoncé comme tel. Et ça a été ça jusqu'au bout, jusqu'à l'étape de l'Isran, où finalement, on nous dit que peut-être le matin de l'Isran, ça avait été décidé que c'était Egan Bernal le leader. Sauf que dans l'Isran, la première attaque, elle vient de Geraint Thomas. Et que si Geraint Thomas se détache à ce moment-là et s'envole, Egan Bernal n'aurait pas roulé derrière lui. Donc finalement, on avait quand même 2 garçons qui étaient un petit peu sur un pied d'égalité, on va dire. Et forcément, pour les Kreuzwag, pour Alaphilippe qui avait un maillot jaune à défendre, et même pour un Thibaut Pinot, c'était pas évident de savoir sur qui il fallait sauter. Et voilà, c'est le principe de la supériorité numérique qu'a mis en place Ineos et qu'ils étaient les seuls à avoir, qui leur a donné cette force. Et c'est aussi pour ça qu'ils font 1 et 2. C'était pas forcément ce à quoi on s'attendait, un doublé quand même d'Ineos. On s'attendait sûrement à ce qu'il gagne un doublé, Paul. C'est fort, mais Geraint Thomas, notamment, qui est le tenant du titre, qui laisse son titre, on a vu qu'il était assez content, assez satisfait de laisser son titre à Egan Bernal quand même. Bah évidemment, déjà parce qu'ils sont dans la même équipe, et de 2 parce qu'il a vu qu'il était bien moins fort qu'Egan Bernal. Tu parlais de la tactique, en fait la tactique a été simple. Egan Bernal était le plus fort, il a fait des écarts en montagne parce qu'il était le plus fort en montagne, que personne ne pouvait le suivre. À partir du moment où Thibaut Pinot n'était plus en course sur ce Tour de France, il n'a eu aucun adversaire pour lui arriver à la cheville. Et s'il avait décidé d'attaquer hier, personne n'aurait pu le suivre non plus dans Val Thorens. C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'Egan Bernal était un ton au-dessus dès que la route s'est
s'élever au-delà des 2000 mètres. Dès que la route s'élevait tout court, j'ai envie de te dire, il était beaucoup plus fort que tous les adversaires qui sont derrière lui dans ce top 10. Mais voilà, après, il y aura toujours comment dire, ce point d'interrogation Thibaut Pinot. Qu'est-ce qu'il aurait fait à 100% face à Egan Bernal en montagne? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, à partir du moment où Thibaut Pinot n'était pas là, Egan Bernal était bien le plus fort. Et voilà, c'est ça sa tactique. Être le plus fort et écraser la course, comme les meilleurs l'ont fait avant lui. On a eu un aperçu quand même de ce que pouvait faire Thibaut Pinot face à Egan Bernal dans les Pyrénées, où 2 jours de suite, il termine devant lui. On a eu un aperçu aussi de ce qu'a fait Thibaut Pinot sur le Galibier, où sur une jambe, il rattrape Egan Thomas. Finalement, grâce à lui, il perd pas trop de temps sur Bernal. Bien sûr, c'est hyper frustrant, on ne le saura jamais. Toine, est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, si tu arrives, la déclaration d'Egan Bernal. Egan Bernal qui dit que c'est un rêve, voilà, de remporter le Tour de France. Ça y est, il y est arrivé. On s'est beaucoup demandé s'il allait le faire, mais force est de constater que dans les Alpes, il était le plus fort. C'est un rêve. Il y a quelques années, je regardais la télévision et je pensais que c'était impossible. Maintenant, on y est. Il y a beaucoup d'émotions qui se mêlent. On l'a vu s'étreindre avec notamment sa petite copine. C'était assez fort, des moments assez fort pour Egan Bernal. On s'intéresse au podium de ce Tour de France et notamment au 3e. Steven Kruijswijk qui l'année dernière a terminé 5e du Tour de France. Prime, Robin, à la régularité pour Steven Kruijswijk. Ouais, moi ça me procure vraiment pas grand chose cette 3e place. C'est tant mieux pour lui. Voilà, il est content de faire 3e et oui, c'est beau de faire 3e d'un Tour de France. La façon après dont il a fait 3e, je ne veux pas rentrer dans un débat de qui méritait d'être 3e, mais il ne s'est pas beaucoup battu en tout cas. Il n'a pas beaucoup montré le bout de son nez. Il nous a dit à la 2e journée de repos, je sens que je peux gagner le Tour. Pour ça, il fallait peut-être attaquer un moment. Si tu voulais le gagner, en tout cas, si tu voulais faire un podium, oui, tu as très bien géré. Si tu voulais gagner le Tour, il fallait faire autre chose. Et puis bon, il y a encore pire que lui, puisqu'il y a Emmanuel Bourgman qui nous a fait une montée de Val Thorens incroyable, où il n'a pas mis une seule attaque, alors qu'il avait 25 secondes à reprendre à Kruijswijk et qu'il avait Alaphilippe complètement largué derrière. Je ne sais pas ce qu'il pensait qu'il allait risquer. La vérité, c'est qu'il prenait aucun risque en attaquant, mais que lui, il a préféré finir dans la roue de Kruijswijk, bien au chaud, 4e. T'en penses quoi de ce podium, de ce 3e et de ce 4e, Paul? Pour Kruijswijk, je vais être un peu plus nuancé, puisqu'au final, il va chercher un podium. On voit l'émotion de Lorenz de Plus sur la photo derrière. C'est pas anodin, un podium, mine de rien. Quand on se gargarisait, et on va se gargariser d'un top 10 de Warren Barguil, on ne peut pas cracher sur un podium. Non, pas cracher. Mais bien sûr, je suis d'accord avec Robin, et qui ne serait pas d'accord. Kruijswijk n'a pas mis une attaque. Kruijswijk a annoncé la couleur. Kruijswijk avait peut-être la meilleure équipe en montagne avec la Movistar. Et Kruijswijk n'a rien tenté. Donc, franchement, je sais pas, je suis un peu partagé. Parce qu'au final, son objectif, je pense qu'il ne pouvait pas être au-dessus que celui qu'il a réalisé. Même si ça a manqué de panache, il fait un podium. Je pense que la mission est remplie et lui, il va te le dire au final de quoi on va se rappeler. Oui, du côté de Jumbo-Visma, on sera heureux, hein. Après, il y a eu aussi des gens qui ont fini 3e de Tour de France en ayant tout tenté. Je pense notamment à Vinokourov en 2003, on en parlera tout à l'heure. Tu peux aussi faire ça. Alaphilippe, s'il finit 5e journée de ce Tour de France, c'est parce qu'il a tenté des choses. Je ne sais pas, Thibaut Pinot, s'il a repris presque 1 minute 30, 1 minute 40 dans les Pyrénées, c'est parce qu'il a tenté des choses. Il y avait des choses à tenter. Après, est-ce qu'il était aussi fort que les gens que je viens de citer? Peut-être pas. Et c'est peut-être pour ça qu'à mon avis, là, pour Kruijswijk, il est très content d'être là parce qu'à mon avis, il était peut-être aussi moins fort au niveau de Geraint Thomas, mais avec les débours qu'il a récupérés, qu'il a pris notamment au début de tour, il a préféré ne rien tenter ou il ne pouvait rien tenter, je ne sais pas. Mais au final, l'objectif est rempli pour Kruijswijk. Donc, je suis un peu pas mitigé. Évidemment, après, j'arrête parce que je suis long, mais il y a ce côté manque de panache, il y a ce côté pragmatisme du résultat. On passe, Polo. C'est vrai que on a le droit d'être tout à fait partagé. Je vois d'ailleurs dans le chat que vous-même vous êtes assez partagé. Il y en a qui disent voilà, un podium, c'est un podium. On peut pas cracher dessus. On passe à Julien Alaphilippe qui termine donc 5e de ce Tour de France après une épopée incroyable. 5e, il a perdu son maillot jaune au début dans les Alpes. Il a perdu son podium hier vers Val Thorens. Il termine 5e du classement général. Robin, ça reste un résultat exceptionnel. Ouais, pour le coup, on se rappellera plus de la 5e place d'Alaphilippe que de la 3e de Kruijswijk. Et la vérité, une fois qu'il avait perdu le maillot jaune, on savait un petit peu ce qui allait se passer sur l'étape de Val Thorens. On a eu un mini espoir, mais je pense que c'est pas non plus ce qu'on voulait quand on a parlé d'étapes potentiellement annulées hier matin. Mais voilà, on n'avait pas envie que Julien Alaphilippe garde une. On a eu très peur, ça. Ouais. Julien Alaphilippe garde une 2e place sur un événement comme ça, sur un incident. Franchement, c'était pas, ça aurait pas été beau. Je pense que voilà, Alaphilippe est content de s'être battu jusqu'au bout.
Il fait 5e, c'est pas grave en vérité. Il a 2 victoires d'étape, il a eu le maillot jaune 14 jours. Il a fait déjà un Tour de France exceptionnel. Il a été le grand bonhomme de ce Tour de France, même si c'est pas lui qui le gagne. Et on retiendra très longtemps son aventure du mois de juillet. Ça l'a tellement humanisé au grand public ce Tour de France, et notamment cette craquante à la fin à 13 bornes à Val Thorens où il pouvait plus. Et il disait que sans Enric Mas, il aurait pris 15 minutes. Et il disait, bah, avec moi, c'est comme ça, c'est tout ou rien. Et finalement, il s'est accroché encore dans un dernier effort exceptionnel, Paul. Ouais, bah, clairement, c'est du tout à la Philippe. Au final, on savait exactement que ça allait se passer comme ça. Évidemment, on y a peut-être cru un peu, mais on le savait. Et on savait qu'Alaphilippe allait prendre un tir tôt ou tard dans ce Tour de France. Là, il est aidé de manière magnifique par Enric Mas. Heureusement, sinon, l'édition aurait pu être salée. Il aurait peut-être perdu plus de place, même si au final, il avait un petit matelas confortable sur Mikel Landa. C'est un magnifique Tour de France, quoi qu'il arrive. Le classement général, c'est tellement anecdotique en fonction de ce qu'il a fait. Il aurait pu finir 37e, ça n'aurait rien changé. Là, il fait une 5e place. Ce sera beau dans les palmarès. Tu dis qu'on s'en souviendra plus que Kruijswijk, c'est sûr. Mais est-ce qu'on s'en souviendra vraiment? Je ne suis pas sûr. Oui, c'est comme la 4e place de Vauclair. C'est ça. On s'en souvient quand même. On sait qu'elle existe, mais ce n'est pas ça qu'on pense quand on pense au Tour 2011. Donc, c'est un tour magnifique. Il a fait ce qu'il avait à faire jusqu'à la dernière journée. Bravo à lui. Et là, franchement, j'ai rien à dire. Les superlatifs ont déjà tous été donnés depuis plusieurs jours déjà. Bon, on va voir ce que lui avait à dire. Antoine, si tu veux mettre la déclaration de Julien Alaphilippe qui a fait rêver tout le public français. Il y a eu des images incroyables avec Thibaut Pinot en haut du Tourmalet, notamment. On va en parler de ces grands moments tout à l'heure. Finir 2e ou 50e, c'est la même chose pour moi, vu que j'ai tout donné. Ce que j'ai fait sur ce Tour de France, c'est bien au-delà de ce que j'avais imaginé à Bruxelles. Et nous aussi, Julien, tu nous as fait rêver. Le deuxième Français dans ce top 10, Paul, tu commençais à en parler, c'est Warren Barguil. Warren Barguil qui finit 10e grâce à lui déjà. C'est déjà la première chose, exactement. Paul. Bah ouais, très belle performance. J'étais très loin d'imaginer qu'il pourrait faire un top 10. Seul petit souci, c'est que le fait d'avoir joué à la pédale, ça lui a peut-être coûté les étapes. On avait fait un débat. Je pensais qu'à la pédale, qu'il montrait en puissance, qu'il pourrait peut-être tirer son épingle du jeu, notamment en anticipant. En vérité, il a un peu anticipé et il a pris des temps à Liseran. Le fait que ça s'arrête au sommet de Liseran, il a gagné un peu de temps. C'est clair. Mais je l'attendais peut-être un peu mieux sa deuxième semaine, au vu de ce qu'il avait montré sur la première et la deuxième. Mais voilà, c'est un tour magnifique pour Warren Barguil. Pas de victoire d'étape, pas de grande chevauchée en montagne, mais à la pédale très très solide. Il va coiffer Richie Porte à l'arrivée. Un top 10 mérité. Je suis très content pour lui. Il revient fort et ça va lui redonner énormément de confiance, ne serait-ce que pour les années à venir. Robin. Ouais, je pense qu'il faut mettre un petit peu de côté le Tour 2017 de Warren Barguil, qui était tellement incroyable. Si on attend qu'il fasse ça tous les ans, en fait, on risque d'être déçu. Il avait déjà terminé 10e en 2017. Exactement, avec 2 victoires d'étape. 2 victoires d'étape et le maillot à poids, donc voilà, c'était pas le même tour. Mais si on attend de lui qu'il fasse ça tous les ans, on va être déçu pendant des années. Donc voilà, autant dire que 10e, c'est une très belle place. Warren Barguil, il ne savait pas si le classement général du Tour, c'était un truc qui lui plaisait. Là, il l'a joué, il va pouvoir le débriefer, voir si c'est quelque chose qu'il a envie de refaire ou s'il veut retourner sur un profil plus chasseur d'étapes. À lui de choisir, il est capable de faire les deux, je pense. Donc tant mieux qu'il profite de cette 10e place qui veut quand même dire beaucoup dans une saison où il a beaucoup galéré. Voilà, il a eu le maillot de champion de France, là il a une 10e place du Tour, c'est quand même pas anecdotique. On s'intéresse au classement de la dernière étape parce qu'il y a un homme qui nous a fait à nouveau rêver. C'est Vincenzo Nibali qui pensait qu'il allait résister dans cette ascension de Val Thorens où il n'avait pas une avance exceptionnelle, mais il termine quand même vainqueur. Ça y est, il a sa victoire d'étape. Il a tellement couru après, Paul, il est allé la chercher comme il sait le faire si bien. Ouais, très fort. C'est fou les capacités physiques que Nibali a d'être performant sur le dernier jour du Tour de France comme ça, après avoir participé au Giro, avoir fait deuxième d'un Giro de haut niveau, mine de rien, où il a joué le classement général tous les jours. C'est impressionnant, mais ça sauve cette dernière étape. C'est ce que je mets dans le synthé. Ça sauve cette dernière étape parce que cette dernière étape était chiante. On a parlé des Kruijswijk, des Bourgman qui ont rien tenté alors que c'était à eux de faire bouger les choses. Nibali au panache en anticipant de loin et aller chercher cette belle victoire en lâchant ses coéquipiers, ses compagnons d'échappée les uns après les autres. Des compagnons d'échappée qui étaient quand même des compagnons solides, comme Zakharine qui, comme lui, a fait le Giro. Il fallait les lâcher. Très belle victoire de Nibali. Je suis très content. C'est un coureur que tout le monde adore de toute façon. Ça vient clôturer de très belle manière ce Tour de France. Il n'avait pas gagné depuis 2015 sur le Tour de France. Ouais, ça faisait un bail et il a eu un Giro malgré tout compliqué, même s'il le termine deuxième. Donc je pense qu'on était tous assez heureux de le voir remporter cette étape
Voilà, Nibali, on le connaît, c'est le panache, et là, il en a encore fait preuve hier. On le rappelle, sur le Giro, il s'était un peu trompé d'adversaire en se concentrant sur Primoz Roglic. Cette dernière étape a défini notamment le classement de la montagne. Dans ce classement de la montagne qu'on va découvrir, eh ben, figurez-vous, voilà, vous le voyez en bas, c'est Romain Bardet. Romain Bardet qui termine leader de ce classement de la montagne, qui reste à la maison. Et oui, il est encore français. Si on nous avait dit que ce soit Romain Bardet qui terminerait avec un maillot distinctif, Paul, il y a 2 semaines, on aurait regardé le gars avec des billes énormes là. Ouais, c'est tant mieux pour Romain Bardet, tant mieux pour nous Français. Mais alors, c'est pas le plus beau classement de la montagne que j'ai vu de ma vie. Est-ce qu'on s'en rappellera de ça? Romain Bardet, c'est vrai qu'il a eu le maillot à on poids. ne se rappellera pas, c'est sûr. Après, là, chaud, on se rappelle qu'il n'a pas passé un col en tête, on se rappelle qu'il n'a pas fait de grandes chevauchées, qu'il était toujours à la rupture, qu'hier, en essayant de le défendre, mine de rien, depuis 2 jours, il était quand même plus ou moins à la ramasse. Bon, tant mieux pour lui, c'était important. D'ailleurs, Antoine, si tu peux nous envoyer sa déclat, il le dit que c'était très important et ça va lui faire du bien d'être un peu soutenu, notamment sur le podium à Paris tout à l'heure. Il avait peur justement d'être sifflé après avoir raté ses objectifs. Là, il a dit c'est le maillot de l'espoir et du fait d'avoir gagné malgré les circonstances, de n'avoir jamais courbé les chines, de n'avoir jamais renoncé. Quand les ambitions s'effondrent, il faut savoir rebondir. Ouais, ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Pour lui, c'était très important. Nous, en tant que suiveurs, non pas que c'est un maillot au rabais, mais on en a vu des plus beaux gagner avec plus de panache, ne serait-ce que les 2 dernières années. Après, tant mieux pour Romain Bardet. Je pense que ça peut vraiment lui faire du bien et ça l'a évité de sombrer dans ce tour et de sombrer surtout dans l'anonymat. C'est un coureur qui ne mérite pas ça et tant mieux vraiment pour ça justement. C'est vrai qu'à 29 ans, un coureur français qui a la capacité de gagner un grand tour, pourquoi pas? En tout cas, c'est ce qu'il ambitionne. C'est très important qu'à 29 ans, il ne termine pas un grand tour dans un état psychologique catastrophique, Robin. Ouais, bon, je pense que de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Son tour est raté, qu'on soit d'accord, voilà. Même avec ce maillot. Et il va quand même devoir se poser des bonnes questions et revoir son programme pour l'année prochaine. Ça, il l'a déjà annoncé. Donc, ce maillot à poids ne va pas venir le rassurer vraiment. Il vient juste sauver un petit peu ce mois de juillet et mettre une note positive là-dedans. Et tant mieux pour lui. Il est au palmarès avec le maillot à poids, comme il avait été au palmarès avec 2 fois le podium déjà. Donc tant mieux pour Romain Bardet. Mais ça ne change pas le fait que ce Tour de France est raté et qu'il va falloir se poser des questions. La dernière information de cette dernière étape, c'est que Peter Sagan est officiellement recordman du maillot vert du Tour de France devant Eric Zabel. Tout à l'heure, on en discutera un peu, savoir s'il peut gagner la dernière étape, ceci, cela. À propos de ce Tour de France 2019, il a été incroyable, mais c'est l'heure, dans un débat qui s'annonce enflammé, de savoir réellement ce qu'il avait dans le ventre. C'est parti pour le débat. Pour savoir ce qu'il avait dans le ventre, on peut se demander, Paul, par exemple, les grands moments de ce Tour de France, les rappeler, parce qu'il y en a eu un certain nombre. Lesquels tu nous as concoctés, mon Polo ? Il y en a eu beaucoup. Non, moi, j'en ai choisi 5 de manière totalement arbitraire, absolument sans vous demander. J'ai choisi du coup, la planche des belles filles pour commencer, l'étape de Saint-Etienne avec l'échappée de Pinot et Alaphilippe, le chrono individuel qui est un moment incroyable, la victoire de Pinot sur le Tourmalet. Et puis moi, après, ça c'est plus personnel. Je trouve que ce qu'a fait Pinot sur Pradalbi en lâchant tous les adversaires à la pédale, en partant de loin, c'est peut-être pour moi peut-être même mieux que le Tourmalet de mon point de vue, en tout cas sur les sentiments. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était quand même assez exceptionnel. J'ai choisi ces 5 moments-là et on en parlait un peu avant l'émission, notamment avec Robin qui me disait putain, en fait des grands moments, il y en a eu beaucoup, puisque moi j'en aurais mis d'autres. Ouais, moi j'aurais parlé. J'aurais parlé d'Épernay où Julien Alaphilippe prend le maillot jaune la première fois sur une étape où il prend une bonif au sommet de la dernière bosse et où après il nous fait 15 km en solitaire alors qu'il y a une petite hésitation, on ne sait pas trop ce qu'il va faire et même lui peut se demander peut-être que j'attends le sprint et finalement il nous offre un final de folie. Et voilà, je pense à l'Iseran évidemment aussi parce que même si pour nous Français ça a été une étape difficile à vivre, c'est là que s'est joué le Tour, c'est là qu'Egan Bernal a gagné le Tour de France et que même si la fin d'étape a été tronquée, c'est une étape qui restera dans la légende pendant très longtemps. Parce que Julien Alaphilippe y a perdu le maillot jaune, parce que Thibaut Pinot y a abandonné, parce que Egan Bernal y a gagné son premier Tour de France, peut-être le premier d'une série, et parce que l'étape a été ensuite arrêtée pour s'écouler de boue et cette grêle qui tombait sur la route. Donc ça restera une équipe qui sera dans la légende une étape qui sera dans la légende du Tour. Et voilà, on en a eu pas mal quand même sur ce Tour de France. Rien que là, rapidement, on en évoque 7 étapes sur 21 qui sont de grandes étapes, de grands moments. C'est quand même pas mal. Rajouter la bordure finalement qui a été l'événement déclencheur de beaucoup de choses, notamment pour Thibaut Pinot.
Est-ce qu'on aurait eu une course aussi débridée dans les Pyrénées et même dans le Galibier, moins dans le Galibier quand même, mais surtout dans les Pyrénées et sur la planche des belles filles? Non, je pense pas. Je pense pas. Bien Donc, sûr que ça a joué beaucoup et ça a fait le sel de ce qu'il y a eu après. Parce que déjà, Julien Lafilippe a pris de l'avance sur certains de ses rivaux grâce à cette bordure, parce que Thibaut Pinot devait reprendre du temps. Et il y a eu tout le côté aussi mental autour de Thibaut Pinot de se relever de cet accro alors que ce Tour de France démarrait si bien. Ça a mis du piment encore une fois dans ce Tour de France. Et comme dit Paul, je ne pense pas qu'on aurait eu la même traversée des Pyrénées si Thibaut Pinot n'avait pas perdu une 40 à Albi. Et puis j'ai dit la planche des belles filles qui était évidemment avant la bordure, donc oubliez ce que j'ai dit. Hein. Paul, quand est-ce que tu n'as pas ressenti une joie ou une excitation similaire à celle, par exemple, de la victoire de Thibaut Pinot dans le Tourmalet? Moi, je réfléchissais un peu à mes grands moments de cyclisme, là où j'ai eu beaucoup d'émotions. Et je pense que le Tourmalet, c'est pas là où j'ai eu le plus d'émotions, mine de rien. Il était très fort, ça se voyait. C'est une étape finalement qui arrive au sprint. Quand je le vois lâcher, quand je vois Kreuzvak lâcher sa roue, là, je me dis, oh, putain, oui, c'est lourd, c'est très très lent. Mais en termes d'émotion, j'ai préféré Pradalbi notamment. J'ai préféré Saint-Etienne. Saint-Etienne, oui. Moi, c'est Saint-Etienne, c'était complètement dingue. Les deux Français ensemble. J'ai préféré le chrono aussi, le chrono de Thibaut Pinot, le chrono d'Alaphilippe. Et si on remonte un peu, on en parlera plus tard, mais en termes d'émotions fortes, moi je pense que la victoire de Pierre Rolland à l'Alpe d'Huez était au-dessus même que de ça. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Thibaut Pinot, etc. Je pense que ce que j'ai ressenti le jour où Pierre Rolland a gagné à l'Alpe d'Huez, c'était assez incroyable. On vous a posé la question sur Twitter, savoir si selon vous, alors je vais aller chercher le résultat, on vous a posé la question, est-ce que selon vous c'est le meilleur tour du 21e siècle? On n'est pas allé beaucoup plus loin, Paul, parce que ça ne sert à oui, mais après on peut les citer, les tours 87, les tours 89, il y en a eu des beaux, après tu peux remonter jusqu'à 64. Dans les années 90, il n'y a probablement pas de tour qui rivalise avec le Tour de cette année. Tu peux remonter après au duel aussi entre Coppi et Bartali en 52 ou en 49 49, ouais. 49, en 49. Voilà, mais après, il y a beaucoup de duels. Il y a l'avènement de Fignon aussi en 83, qui est un très beau Tour de France. L'avènement de Hinault également. On a le Tour 71 avec Ocaña et Merckx. On en a parlé notamment dans les rétros. Il y a eu de très beaux Tours de France. Ce qui est sûr, c'est que sur les 20 ou 30 dernières années, en tout cas, on a rarement vu ça. C'est clair. Et à cette question qu'on vous a posée, est-ce que on vient de vivre le plus beau Tour de France du 21e siècle? Vous avez dit oui à 68%, ce qui est quand même énorme. Il y a eu 1500 votants. Ça fait en gros 68%. Ça fait 7 personnes sur 10 quand même qui disent que oui, ça a été presque 7 personnes, moins un bras par exemple. Voilà. La question que j'ai envie de vous poser, les gars, déjà pour cadrer le débat, parce que j'ai pas envie qu'on parte dans tous les sens, qu'est-ce que Paul... il doit rentrer en jeu? Qu'est-ce qui rentre en jeu pour dire si un tour a été beau ou moins beau qu'un autre? Déjà, doit rentrer en jeu l'émotion. L'émotion, ça passe pour nous Français par des bonnes performances de Français, je pense, et puis par un enjeu sportif réel, c'est-à-dire pas une domination écrasante d'un coureur ou d'une équipe. J'ai envie de te dire, en 2019, on a tout eu. On a tout eu, plus ou moins. Je nuancerai tout à l'heure d'ailleurs, mais voilà, je pense que c'est en partie l'émotion qui prime. C'est ça qui te fait avoir des souvenirs, c'est ça qui te fait te rappeler de certains Tours de France plus que d'autres. 2011, certains disent, notamment les francophones qui ne sont pas français, disent que c'est un tour surcoté. Et quand je m'y intéresse un peu, il y a peut-être des bonnes raisons à cela. 2019, peut-être qu'il est un peu surcoté parce qu'on est encore à chaud, parce qu'on a eu des grandes émotions avec nos Français. On va en discuter dans ce débat. Mais voilà, je pense que l'émotion et le côté sportif rentrent en compte, évidemment. La deuxième question que j'ai envie de poser, Robin, est-ce que c'est fondamentalement différent qu'un tour soit mémorable et qu'un tour soit beau, en fait? Pour moi, ça se rejoint malgré tout. Un tour beau, on va s'en souvenir. Donc, et ce tour a été beau. Après, c'est sûr qu'évidemment... Je pense notamment à l'étape de l'Isran, où c'était pas forcément beau, mais ce qui s'est passé est mémorable. Oui, après, ça rentre dans un contexte... l'étape de l'Isran, s'il n'y a ni Thibaut Pinot ni Julien Lafilippe, et qu'on parle d'autres coureurs, un autre coureur qui perdrait le maillot et un autre coureur qui abandonnerait, ça n'a pas la même dramaturgie non plus, et c'est pas la même étape. Et ça resterait peut-être davantage comme une étape tronquée, plutôt que comme une étape mémorable, comme tu dis. Évidemment qu'en tant que Français... le fait que les coureurs tricolores soient bons sur le Tour de France, ça a un impact énorme pour nous. Et évidemment qu'un supporter italien va avoir trouvé ce tour peut-être beau, mais sans qu'il soit historique, et aura adoré le Tour 2014, où pourtant Vincenzo Nibali n'avait pas de concurrent. Voilà, c'est évidemment un prisme différent pour tout le monde. Mais en tant que Français,
évidemment que ce Tour de France 2019, il restera dans les annales pendant très longtemps. Parce que tous les ans, on nous parle de Bernard Hinault en 85, parce que très régulièrement, on nous parle de Laurent Fignon en 89, encore plus cette année, parce que c'était les 30 ans de ce tour-là. Voilà, c'est des moments qui restent dans l'histoire du cyclisme français. Et le Tour de France est une course française, donc c'est aussi important d'avoir des coureurs français au top sur le Tour de France, et ça rend évidemment la course plus mémorable encore. Et donc Robin, tu nous as sélectionné quelques tours, parce que toi, tu penses que c'est sans doute un des plus beaux, mais pour les comparer, tu nous as fait des tableaux sur lesquels tu compares, et tu as choisi 3 tours auquel le Tour de France 2019 est comparable. Ouais, alors le plus récent dans l'esprit de tout le monde, ce sera le Tour de France 2011. Malgré le fait que, de mon point de vue, ce Tour 2019 surpasse les 3 tours dont on va parler, le Tour 2011 reste une très bonne cuvée. Voilà, on a noté quelques faits marquants de ce Tour-là, avec l'épopée de Thomas Vauclair en jaune, 10 jours, une 4e place finale qui ressemble un petit peu à l'épopée de Julien Lafilippe de cette année, même si malgré tout, j'ai davantage vibré avec Julien Lafilippe, qui paraissait plus fort et qui a aussi gagné 2 étapes. On a évidemment le duel entre Cadel Evans et Andy Schleck, surtout sur les 3 derniers jours de course dans les Alpes, avec l'étape du Galibier magnifique remportée par Andy Schleck, le chrono du lendemain ou 2 jours après, j'ai oublié, où Cadel Evans récupère le maillot jaune. Un Tour de France aussi où tous les autres coureurs se seront mis au diapason. Philippe Gilbert qui avait pris le maillot jaune le premier jour, Torushoff dans les Alpes qui avait, avec son maillot de champion du monde, avait gagné 2 étapes, Pierre Rolland qui avait gagné également. Voilà, et ensuite j'ai noté enfin le duel Samuel Sanchez contre Jelle Van Endert pour le maillot à pois, qui dans les Pyrénées tous les deux nous avaient aussi régalé à l'époque. Donc je pense que c'est un bon exemple aussi d'un Tour de France qui était un très bon cru et qui nous avait fait vibrer. Et l'attaque aussi, on a pas ajouté l'attaque de Contador dans le col du Galibier, le lendemain justement de la victoire du Galibier, l'attaque qui a mis dans le dur Thomas Vauclair, une attaque à 90 km de l'arrivée. Bon, finalement, au niveau de l'étape, ça ne changera pas grand-chose. Ils vont se réunir avant justement d'attaquer l'Alpe d'Huez. Mais ça fait partie aussi de ce Tour de France 2011. Et peut-être que si Contador n'avait pas attaqué à ce moment-là dans le Galibier, peut-être que Thomas Vauclair aurait été au moins sur le podium de ce Tour. Il y a beaucoup de choses qui font ça. Mais d'un côté, ce qu'il faut savoir dans ce Tour, c'est que avant les Alpes, il se passe vraiment rien. Les Pyrénées sont galvaudées. Ok, tu as ce duel Sanchez-Van Endert qui est sympa, mais moi, il ne me transcendait pas du tout. L'avantage pour nous Français, c'est que Thomas Vauclair est moins beau que 2019. C'est pour ça que Thomas Vauclair était pour le coup transcendé et faisait des choses incroyables. Quand il attaque dans le plateau de Bay, tu te dis merde, ce con, il peut gagner le Tour de France, c'était magnifique. Mais mettons-nous à la place d'un mec qui n'est pas français. Je ne sais pas s'il garde le même souvenir de ce Tour de France 2011, au moins de cette première partie, parce qu'après, dans les Alpes, c'est vrai que c'est un feu d'artifice. Le deuxième Tour de France que tu nous as choisi, Robin, c'est lequel ? Alors le Tour de France 2010, pour remonter encore un peu chronologiquement, avec là encore des points un petit peu similaires. On a un duel entre Schleck et Contador, donc Contador à la place de Cadel Evans, avec des étapes mythiques, celle du Port de Balès avec Andy Schleck qui déraille, Alberto Contador qui attaque, avec l'étape du Tourmalet dans le brouillard où les deux arrivent roue dans roue. Les victoires françaises, parce qu'il y en a pas mal sur ce Tour de France malgré tout, et une nouvelle fois on y revient, ça joue quand on est français, on a envie de voir nos coureurs briller sur le Tour de France. Donc on a Sandy Cazard, Christophe Riblon, Thomas Vauclair, Pierre Fédrigo, et bien sûr Sylvain Chavanel, que j'ai pas cité dans les victoires françaises, mais qui avait aussi gagné et qui avait pris le maillot jaune 2 fois. Donc voilà, c'est une super première semaine. Exactement, qui nous avait embelli la première semaine. Voilà, exactement. Et c'est pas là du tout une épopée comparable à celle de Thomas Vauclair ou de Julien Lafilippe, mais ça reste un Français qui a pris le maillot jaune, ce qui est pas super anodin non plus, qui est assez rare depuis 10-15 ans. Donc ça nous avait à l'époque quand même assez emballé. Tu es d'accord avec ça, le Tour de France 2010 qui est largement comparable au 2019, Paul ? Non, en 2011, je dirais. Ouais, moi, 2010, non, je le mets. C'était un très beau Tour de France. De toute façon, les Tours de France où Schleck est un acteur sont des très beaux Tours de France, mine de rien. Même si sur le Tour de France 2011, j'ai reproché beaucoup son attentisme dans les Pyrénées. Le fait est que, et sur 2010, sur 2011, c'est vraiment l'acteur principal qui fait aussi que ces Tours de France sont beaux. On n'a pas forcément besoin d'être français pour devenir un des acteurs principaux de ce Tour de France et d'avoir des émotions. Voilà, les Tours de France d'Andy Schleck sont magnifiques, mais voilà, je pense que tu vas y venir maintenant. Le Tour de France 2003, je pense que c'est le tour qui rentre le plus en rivalité avec le tour qu'on vient de vivre en fait. Le Tour 2003, justement, Polo, on va voir le tableau du Tour 2003 pour rappeler, parce que là, on commence à aller un peu plus loin dans nos souvenirs, mais ne vous inquiétez pas, Robin et Polo vous ont tout préparé pour voir ce qui s'y est passé. Alors là, il s'est passé des choses. Voilà, il y a bien sûr une nouvelle fois, et on a besoin de ça dans n'importe quel Tour de France, d'un duel entre deux favoris pour le maillot jaune finalement. Cette année-là, c'était Armstrong et Jan Ullrich, avec 1 minute d'écart seulement au matin du dernier contre-la-montre. Et la dramaturgie qu'il y a eu sur ce Tour de France à plusieurs moments, à l'Usard
Luzardiden. Il y a eu de la chute quand Voilà, on se souvient quand même. Où Lance Armstrong tombe, est attendu par notamment Iban Mayo et Jan Ullrich avant de les attaquer. La chute de Jan Ullrich dans le dernier contre-la-montre alors qu'il était parti pour gagner l'étape, sûrement pas pour gagner le tour, mais malgré tout on se dit Ullrich Il se passait quelque chose d'incroyable. Il se passait quelque chose, voilà. La chute de José Babelocchi avec cette image d'Armstrong qui coupe à travers champs mythiques. Le centenaire du Tour, parce que ça ajoute aussi à l'aspect historique. Voilà, c'était en 2003, le Tour a été créé en 1903, et cette 5e victoire de Lance Armstrong, voilà, qui égale Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain en gagnant son 5e Tour de France. Il y en aura 2 autres qui suivront, mais à ce moment-là déjà, Lance Armstrong rentre dans l'histoire un peu plus que les années précédentes. Luzardiden 2003, Paul, c'est vrai que c'était une des étapes, et c'est sur ce tour-là, qui était dans la légende du Tour. Mais non, mais il s'est passé plein de choses, mais même l'étape de l'Alpe d'Huez remportée par Iban Mayo cette année, où en fait c'était un tour où Armstrong était prenable. À partir de ce moment-là, forcément ça change tout. C'est comme cette année. Cette année, Hinault était prenable et ça change tout. Armstrong, il est loin d'être impérial. Dans les Pyrénées, il galère. Sur une étape, je crois que c'est arrivé, je vais dire des bêtises, au plateau de je sais plus où, mais il monte la montée, elle est connue, je crois que c'est Axe 3 Dôme. Attends, En 2003 je vais dire une bêtise, mais Ullrich le lâche, reprenant l'étape où ça se regagne. Ah oui, il y a une étape où Ullrich le reprend du temps. Ouais, et Ullrich le reprend du temps. Il s'est passé vraiment plein de choses. Et puis aussi, ce Vinokourov en électron libre, leader de la T-Mobile, qui attaquait tout le temps. À Gap, il attaque. C'est pour ça qu'Armstrong et Bellocchi partent en contre et qu'ils prennent tous les risques dans la descente. C'est pour ça que Bellocchi s'explose et qu'Armstrong finit à travers champ. C'est aussi parce qu'on a un Vinokourov en électron libre qui finit 3e de ce tour, qui est aussi magnifique de panache. Et voilà, c'est pour ça fait un peu écho à Kruijswijk. C'est que tu peux être 3e du Tour de France et courir avec beaucoup de panache. Bon, peut-être pas avec les mêmes armes à l'époque, certes, mais au moins avec un peu de panache. Et c'est pour ça que ce Tour de France 2003, pour moi, est peut-être même encore mieux que ce Tour de France 2019. Et du coup, on en vient, après avoir bien posé les termes du débat, la question, Paul, où je vais plutôt demander à Robin d'ailleurs en premier, parce que toi, je crois que tu vas un peu plus nuancer. Robin, selon toi, c'est le plus beau Tour du 21e siècle? Pour moi, oui. Alors après, bien sûr, on est dans l'instant. Le Tour, il est même pas fini. Il y a l'étape des Champs-Élysées ce soir. Et on a vécu des émotions tellement incroyables qu'on a envie de les mettre au-dessus des autres. Mais je pense, quand on prend du recul, oui, on s'en rendra encore plus compte dans quelques semaines. Mais oui, ce Tour-là est le plus beau qu'on ait vécu depuis 20 ans. Et 2003, ça avait beau être incroyable. Il n'y avait pas de Français dans la bagarre. Il y avait finalement un suspense qui était relatif parce que finalement Armstrong avait quand même de l'avance. Et en fait, c'était différent des autres années. Donc on avait l'impression qu'il y avait un suspense parce que c'était beaucoup moins écrasant. Malgré tout, il a quand même gagné avec plus d'une minute d'avance. Donc je pense vraiment que ce Tour 2003 a été une bouffée d'oxygène dans les années Armstrong, mais que le Tour 2019 est au-dessus. Et voilà, Kat Mapei qui dit par exemple 2003 est un peu une mascarade. Donc c'est vrai que désormais il y a moins ce spectre du dopage qui fait qu'on peut placer un peu le Tour de France 2019 au-dessus, mais il faut rester quand même avoir du recul. Le dopage l'année dernière, la Sky gagne avec Geraint Thomas, Chris Froome, enfin depuis des années d'ailleurs, et on dit qu'ils sont dopés. Cette année ils font 1 et 2, mais il n'y a pas le spectre du dopage. Non mais après sur le Tour de France 2019-2018, il y avait cette affaire Christopher Froome qui a empoisonné toute notre suivi. Mais demande aux gens qui vont parler de l'équipe Ineos, ils vont forcément y associer le mot dopage, surtout si ils associent le mot dopage. Beaucoup moins qu'à l'époque Armstrong. Tu peux pas. Écoute, je sais pas. Hein, moi, ce que je vois, c'est qu'un Chris Froome a été pris dans des affaires et que cette année encore, son équipe fait 1 et 2 du Tour de France. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais je pense que si on parle de dopage en 2003 et le comparer à 2019, je trouve ça ridicule. Autant soit parler des deux et parler du dopage, soit ne parler d'aucun et parler du dopage comme nous on le fait. Ça sert à rien. Le Tour de France 2003 est un spectacle exceptionnel. Pour ma part, bien meilleur que ce Tour de France 2019, surtout cette fin de Tour de France. Donc si tu me poses la question, je vais y revenir. Dans l'émotion, j'ai eu énormément d'émotions cette année, mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai vraiment suivi à fond, que ce soit avec cette quotidienne. Mais le Tour de France 2011 a provoqué chez moi des choses assez folles, que ce soit Vauclair, Pierre Roland, ses attaques d'Andy Schleck. J'adorais déjà le cyclisme à cette époque-là, mais c'est peut-être là à ce moment-là que je me suis dit que c'était peut-être le meilleur des sports au monde, de voir Andy Schleck, sa chevauchée incroyable jusqu'au Galibier en attaquant dans l'Isère, de voir le lendemain Contador le contre-attaquer à 90 km de l'arrivée, c'était assez fou. Et puis si on remonte à 2003, tout ce qu'on vient de dire... De toute façon, c'est très personnel toute cette histoire. Cette montée de Luzardiden qui est la montée la plus mémorable peut-être de l'histoire du Tour.
Cette chute de En gros, Paul, ce que tu veux nous dire, c'est que tu veux pas qu'on soit pris par l'émotion du présent, quoi. Non, mais oui, déjà oui, mais on verra peut-être qu'avec un peu plus de recul. Mais je dis pas que ce Tour de France 2019 est vraiment mauvais, il est exceptionnel. Moi, je le mets vraiment au même niveau, peut-être que ce Tour de France 2011 et 2003 dans ce qui m'a fait ressentir. Mais attention à ne pas non plus trop être trop dans le show, quoi. Ne pas réagir trop à chaud et essayer de prendre un peu de recul, notamment sur ce tour où au final, si tu enlèves un Alaphilippe et un Pinot, c'est un tour mauvais. Pas le but, hein, évidemment. Il y a aucune victoire d'étape pour le top 4 de ce Tour de France. Il n'y a aucune bagarre pour aucun maillot distinctif. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs du niveau intrinsèque des 4 premiers de ce Tour de France, comparé par exemple au Tour 2011, au Tour 2003, au Tour 2010? Bah évidemment, il manque des gens sur ce tour, mais ça, c'est leur problème à eux. Hein. Oui, les absents ont toujours tort. En 2011, tu as Vauclair 4e. Est-ce qu'il est plus fort que Bourgman et Kruijswijk? En 2010, tu as Van den Broek qui est 4e, il me semble, et qui remonte même 3 avec les déclassements. 2003, évidemment, quand on dit les noms, on a un top 4 monstrueux, mais on sait aussi ce qui leur retournait derrière. Donc, je pense que l'argument de qui est sur le podium, on a quand même un tenant du titre avec Thomas et un garçon comme Egan Bernal qui est jeune, voilà, c'est l'heure de son avènement et qui va peut-être entamer un règne. C'est quand même un beau podium. Mais par contre, un vainqueur qui ne gagne pas d'étape, Paul, est-ce que pour toi, c'est un petit truc qui fait que le Tour de France 2019 est un peu moins dans la légende? Non, je pense pas, mais ça rajoute un peu à tout ça. Le problème, c'est pas que lui n'ait pas gagné aucune étape, c'est que lui et les 3 mecs qui le suivent n'ont gagné aucune étape. Il n'y a jamais eu de vrai duel. Et au-delà de ça, Geraint Thomas, Kruijswijk et Bourgman ont paru vraiment pas très très forts en montagne et n'ont jamais rien tenté de fou, d'extravagant, notamment par rapport à un Tour de France 2011 ou à un Tour de France 2003. Il n'y a rien eu d'extravagant. Encore une fois, si on enlève ce qu'a fait Alaphilippe et Pinot, mais comme tu l'as dit aussi, on ne peut pas enlever Alaphilippe et Pinot puisqu'ils font partie intégrante de ce Tour de France. Moralement, ouais, voilà, c'est ça. Moralement, concernant Egan Bernal, je pense qu'on lui laissera cette étape de l'Isran. Voilà, évidemment, il n'est pas inscrit au palmarès, mais c'est là qu'il gagne le Tour et quand on arrête l'étape, il est en tête et voilà, il n'y a pas de vainqueur sur cette étape, mais on sait tous que c'est l'étape d'Egan Bernal. C'est vrai qu'il restera pas mal Enfin, il a gagné son tour, en tout cas, grâce à cette étape-là. Voilà, c'est terminé pour ce débat. Est-ce que le Tour de France 2019 est le meilleur du 21e siècle? Dites-nous par oui ou par non. Tout simplement oui, non. Je veux juste voir plein de messages dans le chat pour voir si c'est plutôt oui ou plutôt non. En tout cas, je rappelle, sur Twitter, quand on a posé la question, c'était quand même à 70% oui. Donc, ça dépend un peu. Voilà, j'ai dit oui. Allez, quand même, on voit qu'il y a du oui en grande majorité dans le chat du stream. Voilà, c'est terminé pour ce débat-là. Je vois que la chatroom est bien réveillée, ça tombe bien. C'est l'heure de la chatroom, c'est parti. Cette chatroom, il y a énormément de thèmes à prendre. Je les ai notés. Si vous voulez que je vous donne des idées, du Van Aert, de la bordure, de la perf de Groupama, du Rohan Dennis, des révélations. Je ne sais pas si vous voulez. Allez-y, je vous donne des idées. Posez-moi toutes les questions. Quel est le point faible de la FDJ maintenant? Polo demande Soutnik. J'ai lu beaucoup. C'est intéressant cette question parce que j'ai beaucoup vu de commentaires genre la FDJ doit encore recruter un grimpeur, la FDJ doit recruter un rouleur aussi pour être encore plus fort. Mais la FDJ, à part s'il n'y a pas cette blessure de Thibaut Pinot, la FDJ remporte le Tour de France. J'en suis convaincu à 100%. Et du coup, ils ont fait un excellent contre-la-montre. Ils n'ont pas besoin par équipe. Ils n'ont pas besoin forcément de plus de rouleurs. Ils ont juste besoin d'une équipe soudée et qu'une équipe avec une forte cohésion. C'est ce qu'ils ont. Ils ont besoin de grimpeurs. Je suis désolé, mais avec Reichenbach et David Gaudu, ça fait largement l'affaire. On l'a vu dans les Pyrénées. Dès qu'il a eu besoin de mettre un tempo, Gaudu l'a fait. Reichenbach a bien fini ce Tour de France aussi. J'aurais bien aimé le voir avec Thibaut Pinot dans les Alpes. Non, la FDJ n'a besoin de rien. La FDJ a besoin de travailler aussi bien qu'ils l'ont fait l'an dernier, d'arriver au moins aussi fort qu'ils l'ont fait cette année et ils joueront la victoire sans aucune hésitation. Madio n'a pas besoin d'aller chercher un élément particulier pour renforcer sa top team. Non, après tu peux toujours te renforcer, tu peux toujours prendre un grimpeur meilleur que Reichenbach et qui le remplacera, tu peux toujours prendre un rouleur meilleur que William Bonnet ou qu'Anthony Roux, un capitaine de route meilleur. Tu peux renforcer ton équipe sur un élément amélioré, mais je trouve que le collectif est très cohérent. On l'a vu sur ce Tour de France, ça marchait bien. On sait aussi que Thibaut Pinot, c'est pas en lui mettant les meilleurs équipiers intrinsèquement qu'il va performer, c'est en lui
mettant une équipe autour de lui, des amis, j'ai envie de dire. Donc si c'est pas des amis, ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai envie de dire que l'équipe comme elle est aujourd'hui, elle est très très bonne, elle a quand même très bien fonctionné. David Gaudu était sûrement le meilleur équipier de ce Tour de France, parce que Geraint Thomas n'était pas équipier d'Egan Bernal. Donc franchement, il n'y avait pas grand-chose à dire sur les 8 hommes de cette équipe Groupama FDJ, c'était assez irréprochable. J'ai lu Polo président, mais franchement, faites attention à ça parce que si un jour il est président, vous allez parler chinois quand il va devoir gérer vos impôts. Hein. ça va être autre chose. Hein. Ça va filer droit. Ça, Alaf, lui, Ineos, Portal, là-dedans, Ouais. je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt Portal qui ferait, Et moi j'aimerais bien Portal. l'inverse. Hein. Portal dans une équipe française, ça nous régalerait hein, parce qu'il est tellement judicieux, tellement pointilleux. mais ça va arriver Ah, il est en tellement rôle, bon, en quoi. espèce de rôle à la Marc Madio d'il y a quelques années il va à falloir, la FDJ. Ouais, mais arriver. je le veux plus en directeur sportif plutôt qu'en manager parce que je trouve que manager ce serait gâcher ses qualités. Oui, mais bien sûr, mais le Jour Marc le jour. Madio il y a déjà Ah, quelques oui. années, tu vois, le début Madio, et avec vraiment, je vois vraiment une trajectoire à la Madio pour Portal, notamment. Bah après, il va falloir que C'est quelqu'un aligne les sous aussi. Puis Nicolas Portal, il est chez Ineos où ça marche très bien. Il a gagné 6 Tours de France. Pourquoi partir? Kevin Gunners demande est-ce que la Movistar a raté son tour, Paul? Bah, Et comment elle l'aurait réussi? J'ai envie de te poser la question. ils ont gagné une étape, ils mettent 3 mecs dans le top 10. À la pédale, ils ne pouvaient pas espérer beaucoup mieux, je pense. Je pense que Quid d'un Landa t'as la qui- poisse de Landa, ouais. Sinon, tu peux dire voilà, peut-être. c'est ça. Quid d'un Landa s'il ne mange pas cette terrible chute plus bordure à Albi. Ça aurait peut-être été mieux, peut-être un podium, mais voilà, ils mettent 3 gars. Valverde fait un bon Tour de France, Quintana fait un bon Super Tour tour de France. Valverde et Avec- c'est en écho à ton pronostic du début de C'est tour. ça. Et Valverde a Bien. presque répondu à toutes mes attentes, mais je savais qu'il ferait un bon Tour de France. Il en fait un bon, peut-être un peu, mine de rien, un peu plus à la pédale que ce qu'on a eu l'habitude de le voir. Il n'a pas mis une vraie attaque, ce qui n'est pas dans ses habitudes, même ces dernières années sur le Tour. Non, bon Tour de France pour moi. Il y a une stratégie catastrophique, notamment encore hier, où ils sont 4 dans le dernier col et où ils ne tentent absolument rien. C'est un sketch en fait. Il y a des jours, c'est Non, parfait. mais c'est ça. Sur le Giro, ils te font une tactique, mais Ouais, c'est ça. c'est magnifique. Et là, ils te Bah, c'est font des trucs de ouf. des dingueries. Il y a Twitch Zouzou43 qui nous a demandé est-ce que De Plus pourrait devenir leader? Donc j'ai envie de vous poser la question. Ouais. Est-ce que Alors, voilà, plutôt, ça- ouais. Il y a du monde hein, chez Jumbo Visma. Et quelles sont pour vous les autres révélations de ce Tour de France? Moi, j'ai beaucoup aimé David Gaudu. Je dois dire que je l'attendais pas à ce niveau. Franchement, je disais tout à l'heure, meilleur Il était équipier. décevant l'année dernière. Exactement, et meilleur équipier de ce tour, c'est la récompense que je lui donnerais, pardon. Je m'attendais pas à ça. Une autre révélation pour moi, ça a été Caleb Ewan, que je ne voyais pas gagner des sprints et qui en a gagné 2, qui a jusque cet après-midi l'étape des Champs-Élysées, qui pour l'instant est en tête du nombre de victoires chez les sprinteurs. Voilà. Et Julien Lafilippe, bien sûr. Il y a Mühlberger De Plus. Oui, des beaux noms sur lesquels cocher. Il y a Philipsen aussi qui a fait des bons sprints, plutôt dans un rôle de poisson pilote pour un Christophe. On l'a vu qu'il s'est montré. Il faudra compter sur tous ces mecs-là pour l'avenir. Philippe, super combatif du Tour, Maxime BZH 56 demande. Paul. Oui, on en a déjà J'espère, parlé la ouais. dernière fois. Je l'espère. Et à mon avis, ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas. Je vois pas. Par quel miracle et par quel coup de tonnerre il ne pourrait pas l'être. Dernière question, celle de Jules Stahl. Il demande Guillaume Martin pour interrogation. Bon, c'est assez sommaire hein, comme question, mais est-ce que pour vous le Tour de Guillaume Martin est réussi? Il est 12e au général. C'est pas mal, 12. C'est mieux que les années d'avant. Ouais, mais C'est son Après, meilleur On résultat. nous avait parlé de voir Guillaume Martin qui joue les étapes, on ne l'a pas trop vu dans ce rôle-là. C'est peut-être la petite. Il a tenté en tout Il a cas. tenté, il était très. Il a tenté vraiment plusieurs autour fois de l'air. des échappées. Ouais, j'ai Mais, hâte de le voir dans un autre rôle, voilà. Après, sur le classement général, je pense qu'il touche à ses limites, quoi, les portes du top 10. Et Joseph, si je peux me permettre une question supplémentaire, nos pronos du jour. Oui, nos pronos du jour. Alors, est-ce qu'on avait dit qu'on le faisait dans la chatroom? Donc, ok, d'accord. Bon. C'est Alors, une suggestion. si- non, mais me dis, oui, c'est toi le non, mais chef, si on peut le faire maintenant, exactement. De toute Comme tu as manière, dit, dernière c'était question. effectivement prévu qu'on le fasse maintenant, Robin. Donc, tu as tout à fait raison de le dire. Pronos du jour pour l'étape. Cofidis, Des- l'équipe dégueu, c'est des- dur. Non, mais parce Moi, je qu'on en trouve que parlait dans les équipes justement. françaises, ils ont fait un bon tour, Cofidis, Oui, avec ça les va. armes qu'ils avaient. Rosset- Pierre-Luc Perrichon, notamment, a fait un Pierre-Luc très Perrichon très bon a tour. été bon. On a vu Jesus Serrada essayer Rossetto d'attaquer aussi fait un hier. bon tour. Rossetto, Julien Simon oui. fait un bon tour. Pendant qu'on découvre les pronos. Voilà. Les pronos, Polo qui met Groenewegen, moi je mets Viviani et Image de Sagan, Groenewegen alors qu'on en a plein vu col. comment Groenewegen en plein col. les trois là, Ah ouais, d'accord. j'ai mis les trois en montagne parce qu'on n'a pas l'habitude de voir les grimpeurs en montagne. Mais Paul, tu mets Groenewegen, alors est-ce que selon toi un des trois a plus souffert que les autres en montagne?
Je ne sais pas qui a le plus souffert. Je pense que tous ont beaucoup souffert, mais ces trois-là passent plutôt bien la montagne. Groenewegen, on l'a déjà vu arriver frais sur les Champs-Élysées, puisqu'on l'a déjà vu gagner sur les Champs-Élysées. Et c'est plus par élimination que j'ai pas mis les autres. Je trouve que Viviani a fait beaucoup de travail, mine de rien, pour. On l'a vu attaquer hier. Il a attaqué hier, Viviani. Il a fait du travail dans les Pyrénées. Je crois dans la première étape des Alpes, je confonds. Et Sagan, je pense que Sagan a un déficit de vitesse sur des sprints comme ça, notamment face à ces deux mecs qu'on a cités, même face à Ewan. Ewan, ça lui convient pas trop comme sprint parce que ça bouge beaucoup. C'est pas une belle route finalement, les Champs-Élysées, ça secoue. Et il a besoin lui qui a besoin d'être très, très en avant. En fait, il dit que sur les champs, ça va être plus compliqué. Il pourra pas sprinter exactement de la même manière. Bien mieux que moi. Mais après, c'est sûr que j'aurais bien mis Ewan si la route était très très plate. On va aller poser du bitume. On va aller poser du bitume. Dépêcher. Quelque chose me dit, Robin, que tu as mis Sagan, mais ce n'est pas forcément pour ses qualités intrinsèques, mais plus pour l'histoire. Est-ce que je me trompe? Ouais, j'aimerais beaucoup pour ce 7e maillot vert. Je commence à le connaître au bout de 3 semaines d'émission. Et en plus, Peter Sagan n'a jamais gagné sur les champs et c'est quelque chose qui le titille. Il a gagné son étape sur ce Tour de France, donc ça c'est bon, c'est fait, on n'ira pas l'embêter avec ça. Mais il n'y a pas un plateau de sprinters hyper dominant. Oui, Caleb Ewan a légèrement dominé les sprints, mais comme l'a très bien dit Paul, celui du jour lui convient pas spécifiquement. Viviani et Groenewegen, je pense qu'ils passent quand même bien moins la montagne que Sagan, qui sont plus fatigués. Donc voilà, il y a des années où Sagan s'est heurté à des Greipel, à des Kittel, à des Cavendish qui étaient très dominants et qui connaissent très bien les champs et qui ont des qualités parfaites pour briller sur cette arrivée. Cette année, c'est peut-être un peu plus ouvert. Et ouais, je pense qu'il va être particulièrement motivé, comme tu le dis, également un peu pour l'histoire. Et on verra si tu es capable de me dépasser du coup. Parce de recoller. Ouais, de recoller, mais on va le dire, ça vaut 2 points. Bien sûr que ça vaut 2 points, voire 4 pour Polo. 5 pardon, pour Polo. Si Groenewegen gagne, Polo, tu auras gagné évidemment. 0 sur 20. Hein. Ça sera j'ai eu Bernal, ça compte. Qui est Bernal? Il n'y a pas de vainqueur sur cette étape. Non, mais surtout, j'ai tenté des grosses cotes et puis surtout, la dernière tiers du Tour de France, j'ai mis des trucs que je voulais pas que ça arrive. Oui, ça, c'est ton problème. T'as mis les Ineos, ils avaient quand même des bonnes chances de gagner. Oui, voilà. J'ai quand même mis des gains de masse pour vraiment les enfoncer. C'est terminé pour cette chatroom. On va s'attaquer désormais à la rétro-chronique du vélo. C'est parti. Dernière rétro-chronique du vélo qui s'intéresse aujourd'hui à un sprint sur le Tour de France et plus globalement aux sprinteurs. On va revenir à l'année 2003, Robin, avec un duel exceptionnel. C'est ça. D'ailleurs, excuse-moi, avant de commencer, je te coupe, on n'a pas parlé de ça aussi en 2003, qui a fait aussi de la beauté de ce Tour 2003, ce duel entre, au début, Petaki et Baden-Koek. C'est vrai qu'on aurait pu le rajouter. Robin va nous expliquer pourquoi on aurait pu le rajouter. Oui, parce qu'en fait, on arrive sur les Champs-Élysées et avant l'étape, il y a 2 points qui séparent le maillot vert, Robbie McEwen, de son dauphin, qui est Baden-Koek. Mais Baden-Koek a porté le maillot vert sur la majeure partie de ce Tour de France et il a bien envie de récupérer. Alors là, par contre, c'est Robbie McEwen qui l'a. Mais... Exactement, sur cette dernière étape, c'est McEwen qui l'a, 2 points d'avance. Mais Koek, il veut le récupérer, il l'a porté les 2 tiers de ce Tour de France. Il lui reste pour ça 2 sprints intermédiaires sur l'étape des Champs-Élysées. À l'époque, il y en avait 2. Et le sprint final sur la plus grande avenue du monde. Alors, sur le premier sprint intermédiaire, Baden-Koek bat Robbie McEwen assez largement. Il y a 6 points pour le premier, 4 pour le deuxième. Résultat, ils reviennent à égalité parfaite au premier sprint intermédiaire. Sur le deuxième sprint intermédiaire, c'est l'inverse. McEwen passe devant Baden-Koek. Du coup, il repasse devant Baden-Koek de 2 points. Et tout va en fait se jouer sur le sprint des Champs-Élysées. Génial. Qu'est-ce qu'on aimerait revivre ça? En fait, il y a juste à terminer devant l'autre pour prendre le maillot vert. Donc Robbie McEwen peut sauver son maillot en terminant devant Baden-Koek, mais Baden-Koek peut le récupérer en battant Robbie McEwen. Et évidemment, l'histoire va pas être très très simple puisque le sprint il est acharné entre les deux. Ça se met des gros coups d'épaule, on l'a vu là l'image entre Baden-Koek et Robbie McEwen. C'est en fait au moment de franchir la ligne où on voit Baden-Koek qui a une demi-épaule devant McEwen. Et il explique lui-même, on a interviewé il y a 2 ans Baden-Koek sur la chronique du vélo, et il nous racontait ce sprint final. Il me semble qu'on a la décla, je ne suis pas sûr. Si, on l'a. Il disait donc, il s'est déporté, en parlant de Robbie McEwen, il s'est déporté de 2 mètres sur la fin pour me rentrer dedans. Et après la course, il a quand même protesté. C'est incroyable, car quand on revoit les images, c'est clair que c'est lui qui se déporte sur moi. C'est vraiment invraisemblable qu'il ait osé protester. Baden-Koek se rappelle de ce sprint, mais vraiment très très bien, comme si c'était hier.
La vérité, c'est que Baden-Cook, bon, il peut mettre des tacles à Robbie McEwen aujourd'hui parce que c'est lui qui termine devant dans ce sprint. Donc c'est lui qui récupère ce maillot vert, deuxième donc de cette étape, alors que McEwen est troisième. Donc McEwen termine cette étape maillot vert sur le dos, mais quelques minutes plus tard sur le podium des Champs-Élysées, c'est plus lui qui l'a. Prime à celui qui a gagné le plus d'étapes, pourrait-on dire, puisque Baden-Cook a gagné à Sedan une étape. Robbie McEwen, lui, n'a pas gagné de ce Tour de France. Mais si on avait dû véritablement récompenser celui qui avait gagné le plus d'étapes, comme le disait Polo tout à l'heure, on aurait récompensé Petaki qui a gagné 4 étapes rien que dans la première semaine du Tour, mais qui a abandonné après prématurément. Ouais, premier col du Tour de France, il a mis pied à terre Petaki, comme il le faisait souvent d'ailleurs à l'époque, mais qui était le meilleur sprinter de ces deux-là cette année-là. Et finalement, Baden-Cook, une équipe française, Paul, qui avait gagné un maillot vert. Ouais, équipe française. On se souvient aussi de cette première étape où Bradley McGee avait aussi avec la FDJ, la Française des Jeux, avait eu le maillot jaune. Donc c'était une époque plutôt faste pour les avec des Australiens chez la Française. Ouais, pour les copains de Marc Madiot. Une équipe française qui gagne le maillot vert sur les champs, mais surtout la grande surprise. Quand on pense Champs-Élysées, tout Français pense à un nom en particulier, Robin. C'est ça, c'est Jean-Patrick Nazon qui remporte l'étape, parce qu'on en oublierait presque dans cette bagarre pour maillot vert que ni l'un ni l'autre n'a gagné l'étape. Baden-Cook prend le maillot, mais il termine deuxième, et McEwen troisième. Et finalement, ils sont sur le côté gauche de la route des Champs-Élysées, et il y a un gars qui fait son sprint un peu plus tranquillement, on va dire, plein centre, et qui vient claquer tout le monde sur la ligne. La dernière photo du diapo, moi Antoine, si tu peux y aller. Juste avant le quiz, tu vas voir une photo d'un homme en bleu. Voilà, cette photo incroyable, on voit effectivement. On voit le bout de Baden-Cook, voilà exactement. Elle montre très bien la bagarre sur la gauche de la route, sur la droite de la photo. Et Nazon, plein centre, tout seul. Il n'y a pas un gars à 1 mètre autour de lui qui vient gagner ce sprint. Pour lui, c'est une énorme surprise. Il dira après l'arrivée, j'ai eu la chance de ma vie. Bon, la vérité, c'est que c'était pas que de la chance parce qu'il a regagné une étape l'année suivante sur le Tour de France. Mais voilà, il fait son sprint quasiment tranquillement, sans s'occuper trop des autres. Et il sait que ça ferraille un peu derrière lui, mais il s'en occupe pas vraiment. Il nous avait donné là aussi une interview sur la chronique du vélo, toujours il y a 2 ans. On avait retracé un peu l'histoire de ce sprint des Champs-Élysées 2003. Et finalement, il nous disait, Jean-Patrick Nazon, il tournait un peu autour sur ce Tour de France. En vérité, il a vécu son meilleur été parce qu'il a porté le maillot jaune une journée. Il a fait 2e du sprint à Sedan, gagné par Baden-Cook. Et voilà, il savait qu'il avait les jambes pour faire quelque chose sur ce Tour de France. Ça arrivera sur les Champs-Élysées. Et c'est lui, encore une fois, qui raconte le fait qu'il tourne un peu autour. Il dit, il y avait eu une photo dans l'équipe où l'on me voit encore devant au panneau des 20 mètres. C'est dire à quel point j'étais passé près. Finalement, c'est beaucoup plus beau de gagner l'étape des Champs-Élysées que celle de Sedan. Donc, il ne doit pas être très déçu. Et finalement, le truc avec Jean-Patrick Nazon, c'est qu'il courait dans l'équipe Jean Delatour, une petite, entre guillemets, équipe française qui n'avait rien à voir avec la Française des Jeux, avec les grosses armadas de l'époque. Et il n'avait pas vraiment d'équipier pour l'emmener dans les sprints. Il devait un peu se débrouiller seul. Il nous raconte lui-même, encore une fois, dans cette interview qu'il nous avait donnée, je suis tombé dans une période qui n'avait pas la passion du sprinter. Les équipes misaient davantage sur le fait de gagner le Tour. C'était un peu la grande lubie. Tout le monde voulait son leader pour faire un bon classement général. On faisait peu confiance aux sprinters, surtout aux sprinters français, qui, il faut le dire à l'époque, n'étaient pas très en verve. Voilà, les sprinters australiens étaient bien plus réputés. Et finalement, Jean-Patrick Nazon, aujourd'hui, ça fait 16 ans, mais il reste le dernier coureur français qui a gagné sur les Champs-Élysées. Et Paul, c'est vrai que le sprint des Champs-Élysées donne souvent la victoire à un mec qu'on n'attend pas forcément. Je pense à Christophe l'année dernière, Greppel aussi, bon Greppel a Stegmans. Mais Stegmans, il y a eu des grosses surprises sur les étapes des champs. Oui, il y a aussi Vinokourov qui a gagné. Même Groenewegen, qui était encore un jeune quand il l'a remporté, il n'était pas encore le grand sprinter qu'il est aujourd'hui, a posé les premières pierres de ce qu'il est là maintenant. Oui, mais au-delà de ça, c'est toujours des beaux sprints. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des beaux sprints et ça récompense vraiment le sprinter qui a été le plus fort, en fait, qui a passé les Pyrénées, qui a passé les Alpes, qui n'a pas abandonné comme certains de ses coéquipiers, comme certains de ses concurrents l'ont fait, et qui va chercher cette belle victoire sur les Champs-Élysées. Ouais. Et donc on voit ces maillots distinctifs sur le podium des Champs-Élysées avec Sévirank, c'est ça. Ouais, Sévirank avec Baden-Cook et donc Lance Armstrong qui avait encore gagné un nouveau Tour de France en 2003. Voilà pour cette rétro chronique du vélo, la dernière de ce Tour de France. C'est un plaisir en tout cas, vraiment. Ah ouais, je suis régalé à les faire et j'espère que vous avez pris autant de plaisir. On s'est régalé à les écouter. Ouais, exactement. Il y en a beaucoup qui t'appelaient Père Castor dans le chat. C'est vrai que j'ai pas le temps de regarder le chat quand je suis en train de faire la rétro. C'est normal, t'es concentré. En tout cas, on nous dit énormément de bien de tes chroniques et c'est pour ça qu'on s'est régalé en les écoutant. Dernière chronique du vélo et aussi dernier quiz. C'est parti.
Ce dernier quiz qui va valoir 6 points parce que Robin, 7, sur l'ensemble Pour du Paul, tu passes 7, devant. oui, c'est vrai. 11-5. Donc, est-ce que Polo peut mettre un dernier coup de boost, une petite bombe bleue à la Mario Kart pour refaire, Ah, pour c'est la refaire bombe son bleue. Là, retard? l'objectif, c'est la bombe bleue. On a oublié les ardoises. Tu veux que j'aille chercher les ardoises? Mais bien évidemment que tu vas aller chercher les ardoises parce Il faut que qu'on se dépêche. On est en oui, retard. oui, on va se dépêcher. On va se dépêcher. En attendant, Polo, est-ce que tu peux écouter cette question? Egan Bernal a pris le maillot jaune Attends, 2 jours. Je peux pas tout faire, Joseph. Merci, Paul. T'aurais dû me le donner, j'aurais fait comme ça. Des beaux dessins sur mon ardoise. Egan Bernal, alors c'est un quiz spécifique sur Egan Bernal. D'accord. Oh, Egan Bernal a pris le maillot jaune du Tour 2 jours avant la fin. Mhm. Quel est le dernier coureur à l'avoir pris aussi tard? 2 jours avant la fin. Les réponses sont écrites. Evan. Je vois que Gros Port putain, pseudo, sérieusement 92, c'est Evan, c'est exactement bonne réponse de vous trois. Du coup, voilà, Grenouille aussi a la bonne réponse, Calmaz a la bonne réponse. Question suivante, un partout. Le Colombien vient de fêter sa toute première victoire dans le Tour. La Colombie vient de fêter sa première victoire. Combien de pays sont désormais détenteurs d'un vainqueur du Tour de Ouah, France? c'est dur. Je vous donne, si vous voulez, Des propositions? des propositions. Vas-y. Ouais. 15, 19, 23. Bon, allez. Faudrait essayer, avoir le temps d'essayer. Bonne réponse de Joff dans le chat. 19 Robin, 15 Polo. Aucun de vous donna bon, c'est 23. 23. Il y a 23 pays C'est ouf. qui ont été titrés dans le Tour de France. Ça fait donc toujours un partout. Combien de coureurs ont remporté le Tour de France sans gagner une seule étape? Ah, ça, je l'ai vu hier. Mais je me rappelle pas. Ah, je l'ai pas vu. 4, 9 Ouais. ou 12? Non, plus Polo. Ah, je- 9, c'est la bonne réponse. Bonne réponse de Robin. 9, Avec Froome, exactement. notamment. Si vous voulez, oui, je peux les citer. Henri Cornet, Firmin Lambeau, Valkoviak, Nencini, Aymar, pardon, pas Aymar, Aymar, Lemond, Aymar. Pereiro et Chris Froome. Ce qui fait donc 2-1 pour Robin. Qui a terminé deuxième du Tour de l'Avenir 2017 derrière Egan Bernal? Valentin Madouas, Björg Lambrecht ou Pavel Sivakov? Polo commence à écrire. Non, j'ai pas Ah, compris. bon, le Ah, ok. marche pas. Ok. Mais Qui a terminé sur deuxième du Tour de va l'Avenir? lire à peu près. Robin, je vois Attends. ton écriture, il y a la bonne réponse dans le chat. Robin ne peut plus, donc Ouais. regardez, donc oui, pourquoi pas, tu peux regarder le chat. Polo est en train de noter. Et vous avez tous les deux la bonne réponse, c'est effectivement Björg Lambrecht qui avait Sachez terminé que l'année deuxième d'avant- du Tour. L'année d'avant, Godu a battu Egan Bernal sur le Tour de la Ouais, Bernal avait fait 4. Dernière petite question. Egan Bernal Tu connais ça, allez. a terminé. Ouais, ça servait à rien. Egan Bernal a terminé derrière Rudy Mollard au championnat du monde 2018. Vrai ou faux? Bon, il y a écrit. Tu vois, il marche pas bien, mon. C'est un V, c'est le V de la victoire. Eh, mon de Polo. Bernal. Ouais. Je sais pas. J'avoue que là. Vous écrivez tous les deux vrai, tout le monde met Non, vrai. il a mis faux, Polo. Ah, Polo a mis faux, mais il n'y a que Polo qui a raison. Il était Bah même oui, pas là. Voilà, Bernal, c'est ça. Il n'était pas là. Je me suis- Bah oui, mais tu Chut mets des à pièges San aussi. Sébastien, les amis. Tu mets des pièges. Chut bah oui, je mets des pièges, bien sûr. Ouais, Cette ça chute sent bien. incroyable à San Il y a Sébastien. déjà beaucoup de monde hein, chez la Colombie. C'est vrai. Il fait donc 2-2. Donc le quiz de la quotidienne de Roue Libre va se jouer sur un dernier Qui suis-je? Est-ce que vous Ah, êtes ma spécialité, putain. Bien sûr. Je suis né le 25 août 82 en Europe. Dans les catégories de jeunes, je suis spécialisé en cyclocross, discipline où j'ai été champion du monde espoir en 2013. Passé professionnel en 2015, Il est né en 82, t'as dit? en 92. Ah ouais, Ah. parce que Espoir en Excusez-moi, Ok. 92, champion du monde espoir en 2013. Ok. Passé professionnel sur route en 2015, je deviens spécialiste des classiques avec une belle pointe de vitesse. Formé chez Rabobank Development,
Je signe pro dans une équipe mystère, je ne vous la dévoile pas encore. Il passe pro en 2015, t'as dit, c'est ça? Ouais. Je remporte le prologue du Tour de l'Ain. Je m'engage chez la Sunweb. 2018, Chadaga. Matthews. ni l'un ni l'autre. 2018, je termine derrière Yves Lampart sur la semi-classique à travers la Flandre. Roscoff. Ce n'est pas Roscope. 11e aussi de Paris-Roubaix. Il y a la bonne réponse dans le chat. 2019, De Sunweb. je fais mon retour dans ma première équipe. Patrick Bévin. Ce n'est pas Pat Bevin. Je fais mon retour dans mon équipe crois, ma première équipe pro, Ouais. après être allé chez la Sunweb, qui cherche à se renforcer pour les classiques. Je me classe. Tonissen. Mike Tennyson, je me classe 7e de Paris-Roubaix. Je viens de me distinguer à Bruxelles. J'ai porté le maillot jaune. Je suis Mike Tennyson. Donc, Robin, bravo. Il n'y a rien à dire. Bravo. Grandes C'est félicitations. mérité, c'est Merci. mérité. Tu as clairement mérité cette victoire dans le chat. Que dire, tu as été énorme. Et c'est vrai, on aimerait bien qu'il y ait une rencontre Alexandre Pasteur contre Robin. Ouais, moi je sais sur qui je mettrais une. Oui, moi aussi, je la mettrais clairement sur Robin. On a fait des jeux devant la télé pour voir s'il y Ouais. avait Et moyen. après, devant la télé, ce n'est C'est pas ça, il y a pas la même pression. Ce n'est pas la Ouais, réalité de exactement. Pas la même de pression. l'antenne. Ce n'est pas. Mais il y a un c'est pas la même potentiel, chose. dirons-nous. Ah, On ça, j'aurais pu l'avoir. C'est pas grave, Polo, c'est pas grave. Ça m'a sorti, j'étais complètement focus sur Sunweb. Du coup, j'ai oublié qu'il y avait une équipe avant que tu avais dit. Ah, non. On termine cette émission avec deux choses. La première, la Fantasy roue libre, alors il va y avoir une dernière étape ce soir. On ne pourra pas, parce qu'on termine avec cette émission-là. Il n'y aura pas d'émission demain. On termine, mais Pif est leader devant Vroom, qui est passé devant Cyclogogo qui était là avec nous hier. Ça se trouve, il va sortir du podium pour terminer finalement 5e. Donc il aura été à la Philippe. Pif qui jusqu'au m'a bout. envoyé un message et qui est Ah. très heureux qu'on ait parlé de lui ces jours-ci et qui espère conserver la tête de ce classement jusqu'à ce soir. On va suivre ça, on verra qui l'a mis dans son équipe, notre cher Pif. Pour terminer l'émission, on voudrait, avec Polo et Robin, déjà moi je voulais vous remercier tous les deux d'avoir Joseph. fait Merci cette à toi, quotidienne. Joseph, merci à toi. Vous avez été géniaux, je me suis régalé. C'est tout ce Et tous les puis, trois en tout cas. ouais, c'est vrai. Franchement, on s'est régalé avec le chat. Bien évidemment, vous avez été géniaux. Vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais si cette émission a été possible, c'est notamment Polo grâce à Erwan et Thomas qui ont rendu ça possible. Tout à fait, Erwan et Thomas. Qui sont les fondateurs de la First Tout Team. à fait, et aussi tous les gars de la technique qui nous ont aidés. Erwan aussi en fait partie, Thomas aussi au début de ce tour, Antoine, Kili, Chloé, tous les gens qui nous ont aidés un peu derrière l'écran, ce qu'on ne voit pas face Ben qui a à l'écran. continué de nous filer un coup de main. Ben qui nous a filé un coup de main, tous nos invités aussi, Alexandre Pedro, Jean-Noël Cossil, nos amis de Chronique du Vélo. JB, Théo, effectivement, qui était avec nous. On vous remercie énormément. Il faut remercier aussi le stream de nous avoir fait confiance, Polo. Ouais, merci beaucoup au stream. Ils nous ont fait confiance et j'espère qu'on leur a rendu cette confiance. En tout cas, on a eu des super chiffres. Vraiment, c'était vraiment génial. Et voilà, si vous voulez continuer à nous suivre, parce que Roue Libre est terminé pour ce Tour de France 2019, mais abonnez-vous, franchement, abonnez-vous à nous. On a envie que tous les gens du stream viennent sur la page YouTube First Team Sport. N'hésitez pas à abonnez-vous sur les réseaux sociaux aussi. À la fin de l'émission, vous allez voir la plaquette pour rappeler quels sont nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, c'est simple, c'est en roue libre. Twitter, c'est en-du-bas roue libre. Instagram, c'est en roue libre 101. Donc voilà, on va terminer cette émission. On va reprendre nos hebdomadaires comme d'habitude. Polo, ce sera tous les mardis. Tous les mardis, on ne sait pas trop quand on va revenir, mais évidemment il y aura de la Vuelta. On reviendra pour la Vuelta, je pense. Du coup, il y aura championnat du monde, les classiques italiennes, classiques où les Français vont briller, je le sens. On s'était régalé l'année dernière à cette période de l'année. Est-ce que ce sera la même chose cette année? Je pense que oui. Donc soyez déjà dès au rendez-vous pour la Vuelta. On risque de voir de belles choses. Ouais. Un immense merci à vous du coup de nous avoir suivis. On a vu tous les messages. Vous nous avez donné énormément de force. Vive la bicyclette, vive Alaphilippe, vive Thibaut Pinot, vive la First Team. Vive la vie surtout. Vive la vie comme le dit Polo et vive les rouleurs. Allez. Bisous. Salut les gars.